Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chômage, le sous-emploi, l'inadéquation emploi-formation sont des problèmes qui touchent les sortants de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Le 27 septembre dernier, le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation a publié le rapport de suivi des sortants, aussi bien du ministère de l'enseignement supérieur que celui de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Quels sont les résultats, quelles sont les recommandations à l'endroit des autorités et les autres parties prenantes du système? Eh bien, c'est le contour du sujet au centre de l'émission Débat Éducation. Débat thématique avec un invité, c'est dans un instant. L'invité qui va nous permettre d'explorer, de donner les résultats, de commenter les recommandations, il s'appelle professeur Akapo Noumado Syriac, que nous vous présentons dans ce petit reportage. Le professeur Syriac Akapo Noumado est enseignant-chercheur, docteur en lettres et sciences, maître de conférences à l'université, président de la commission LMD de l'Université de Lomé, secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation. Il vient d'être promu au poste de directeur de l'Institut national des sciences de l'éducation. Bien, fidèles téléspectateurs, vous avez maintenant une idée plus claire de notre invité, qui n'est plus à présenter parce qu'il est passé quand même plusieurs fois dans plusieurs émissions à la télévision togolaise. Monsieur le professeur, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Marcel, et c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez chaque fois de communiquer avec tout le peuple togolais. C'est ça. Félicitations pour votre nomination au poste de directeur de l'Institut national des sciences de l'éducation. Merci, merci pour les compliments. Ok. Alors, le 27 septembre dernier, le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation que vous gérez depuis quelques années déjà a rendu public le rapport. Mais bien avant ce rapport, vous avez conduit la même étude en 2013. Avant que nous ne touchions les résultats de la première comme de la deuxième étude, je voulais que vous clarifiez pour les téléspectateurs les concepts d'efficacité interne et de l'efficacité externe, puisque ce que nous allons dire touche effectivement un type d'efficacité. Évidemment, ce que nous allons dire touche essentiellement la notion de l'efficacité externe du système éducatif. Bien, alors vous avez souhaité que je parle aussi en même temps de l'efficacité interne et j'ajouterai aussi l'efficience. Ça fait donc trois concepts importants pour un système éducatif. L'efficience, c'est la relation qui doit exister entre les ressources mobilisées, leur utilisation et les résultats qu'on obtient du système éducatif.
Alors, un système est efficient si on arrive à utiliser de façon optimale les ressources mobilisées en termes de ressources financières, ressources matérielles, ressources humaines, pour obtenir de bons résultats. Un taux de rendement très élevé qui ne doit pas, en principe, venir en deçà des 80%. L'efficacité interne désigne donc à l'intérieur d'un système éducatif les taux de promotion, les taux d'évolution des apprenants d'un niveau vers un autre niveau, les taux de transition d'un cycle vers un cycle supérieur. Et l'indicateur que nous considérons souvent, c'est les taux de réussite aux différents examens, que ce soit les examens au niveau des classes ou les examens nationaux. Et un système est efficace sur le plan interne si ces taux de réussite aux différents examens sont bons, c'est-à-dire au moins 80%. Si c'est en deçà de 80%, le système n'est pas efficace au niveau interne. Alors le troisième concept qui désigne l'efficacité externe, c'est la relation qui doit exister entre le système d'enseignement et son environnement, qui est le pays et la région. Donc un système est efficace au niveau externe si l'environnement direct de ce système d'enseignement arrive à absorber les connaissances produites par le système et les ressources humaines qui sortent également de ce système d'enseignement. Donc lorsqu'un système fonctionne, produit des connaissances, produit des ressources humaines qualifiées, diplômées, et que l'environnement de ce système n'arrive pas à utiliser ces connaissances, n'arrive pas à consommer ces ressources humaines pour se développer, pour se transformer, alors le système n'est pas efficace. Il y a problème, ils vont importer ces ressources humaines et ces connaissances d'ailleurs. Voilà. Et ce qui peut arriver, c'est qu'un système peut être bien efficient, c'est-à-dire on utilise très bien les ressources mobilisées, on obtient de bons taux de promotion, donc chaque année les élèves évoluent vers des niveaux supérieurs du système d'enseignement, les élèves obtiennent en grand nombre les diplômes prévus dans le système, mais quand ils sortent du système, eh bien, ils ne sont pas utiles. Ils ne peuvent pas être utilisés par l'environnement, par le système économique, le système de production qui est là. Les connaissances que produit le système ne sont pas adéquates avec l'environnement et les besoins de développement. Là, le système est efficace sur le plan interne, il est efficient, mais il n'est pas efficace sur le plan externe. Parce qu'il n'apporte pas une plus-value à son environnement direct. Tout à fait. Bien, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous êtes en train de comprendre pourquoi nous avons estimé que notre invité clarifie tous ces concepts. Je l'ai dit au début de mon introduction, 2 études ont été conduites par le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation sur financement du PERI 2, projet éducation et renforcement institutionnel. Et on voudrait maintenant savoir, monsieur le professeur, savoir dans quel cadre, pourquoi vous avez jugé nécessaire de conduire ces 2 études, parce que cette pratique nous paraît nouvelle dans le système. Effectivement, nous n'avions pas l'habitude d'évaluer. Voilà. Je vais généraliser un peu. Nous n'évaluions pas auparavant nos politiques éducatives. Vous savez, la réforme, par exemple, la réforme de 1975, elle a été mise en œuvre, elle n'a jamais été évaluée. Les autres politiques qui ont suivi n'ont pas subi d'évaluation non plus. Mais à partir de 2010, avec l'élaboration du premier plan sectoriel et la mise en place des indicateurs de suivi, eh bien, on a inséré dans les indicateurs de suivi cette enquête de suivi professionnel, permettant périodiquement d'apprécier l'efficacité externe du système d'enseignement. Donc la première enquête, comme vous l'avez dit, a été conduite en 2013 et a concerné les diplômés de 2008, puisqu'on laisse 5 ans pour voir, pendant les 5 années, que sont devenus les diplômés. Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils travaillent dans le secteur correspondant à leur diplôme obtenu? Ou bien est-ce qu'ils poursuivent les études? Ou est-ce qu'ils sont au chômage? Ou est-ce qu'ils sont inactifs? Et comme je l'ai dit, c'est à partir de 2010 qu'on a institué comme élément dans le mécanisme de suivi de la mise en place du plan sectoriel cette enquête. Donc cette année, nous avons conduit la 2e enquête qui nous a permis d'enquêter auprès des diplômés de 2013-2014 qui ont aussi eu 5 années pour aller soit sur le marché de l'emploi ou bien pour continuer les études. Donc ça nous permet régulièrement
d'apprécier l'efficacité externe du système, de voir si tous les investissements qui sont mis en place dans le système éducatif pour améliorer les conditions d'accès, améliorer les conditions d'accueil des apprenants, améliorer la qualité des curricula, améliorer les conditions de formation, etc. Si tout ce financement est utilisé et apporte un plus à l'environnement, à notre pays. Tout à fait. Donc tous les milliards qui sont dépensés pour former des diplômés, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que les diplômés contribuent au développement économique et social du pays? C'est un peu l'interrogation qui est cachée derrière cette enquête de suivi professionnel que nous faisons. Tout à fait. Le 27, avant qu'on arrive au rapport que vous avez publié le 27 septembre dernier, le premier rapport, celui de 2013 dont vous venez de parler, a révélé de toute façon que pratiquement 73% des sortants de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique ont opté pour des filières moins porteuses sur le marché du travail, le commerce, l'administration, le droit, les sciences sociales, les lettres et arts. Quel commentaire faites-vous? Oui, c'est un résultat qui est alarmant, ouais, et qui a permis de faire des réglages. Vous allez remarquer qu'après 2013-2014, il y a eu beaucoup de sensibilisation sur les questions d'orientation scolaire et professionnelle. Ouais. On a même commencé à redynamiser, si on peut le dire ainsi, le service d'orientation nationale, parce qu'on a constaté que beaucoup d'étudiants n'ont pas les informations qu'il faut pour faire des choix adéquats, des choix de filières qui peuvent les amener vers des emplois dont on a besoin. Donc ils vont vers les lettres sciences humaines en grand nombre. Voilà. Et les filières qui sont porteuses, qui sont identifiées, n'accueillent pas beaucoup d'étudiants. Il y a un autre problème aussi, c'est la question de l'offre et de la disponibilité de l'offre de formation. Nous avons remarqué aussi à travers cette étude que l'offre de formation est plus centralisée vers les formations générales. Déjà, si nous considérons le secondaire, puisque l'enseignement technique se développe aussi beaucoup au niveau secondaire, on va voir que nous avons plus d'offres de collèges d'enseignement général, nous avons plus de lycées d'enseignement général que de collèges et de lycées d'enseignement technique et de formation professionnelle. Donc il y a ces problèmes qu'il faut commencer par régler. Dans les universités aussi, nous avons les grandes facultés qui offrent des formations fondamentales qui accueillent plus d'étudiants. Donc cette étude révèle en quelque sorte une photographie du système d'enseignement et nous oblige à faire des réglages pour qu'on commence progressivement à améliorer d'abord l'orientation des apprenants vers des filières porteuses, ensuite à améliorer aussi l'offre d'éducation, à commencer par développer plus d'offres de formation professionnelle. Les universités parlent de professionnalisation des filières, des efforts qui se font depuis quelques années, et puis à faire en sorte que ces offres sur les filières porteuses soient disponibles. Vous allez remarquer qu'on a commencé par multiplier les collèges d'enseignement technique, multiplier les lycées d'enseignement technique et professionnel dans plusieurs régions. C'est donc pour répondre à ce diagnostic qui a été fait par cette enquête de 2013. Ok. Eh bien, fidèles téléspectateurs, avant que nous n'abordions maintenant les résultats de la seconde étude qui a fait l'objet de publication tout récemment, on va vous projeter une interview du secrétaire technique permanent qui a eu récemment à entretenir les étudiants sur ce qu'il appelle filière porteuse. C'est quel genre de filière exactement, afin que les parents, les étudiants et en tout cas toutes les parties prenantes comprennent la direction dans laquelle nous devons diriger nos enfants pour qu'ils ne restent pas trop sous les carreaux. Sur l'enseignement supérieur, quels sont les établissements qui sont disponibles, accessibles, ces établissements coûtent combien, quels sont les types de filières qui sont là et ces filières-là, quelles sont les conditions pour y accéder. Donc on doit prendre toutes ces informations, ensuite savoir concrètement ses propres capacités, de quoi suis-je capable, quelles sont les disciplines que je maîtrise et dans lesquelles je peux facilement réussir. Ensuite, chercher les formalités à remplir lorsqu'on choisit un établissement. Et aussi faire attention qu'on s'inscrit dans des filières porteuses pour ne pas faire des études et se retrouver au chômage. Il y a les filières de formation agricole qui sont des filières porteuses. Il y a également le secteur minier qui se développe dans notre pays avec l'exploitation de beaucoup de ressources minières. Donc c'est des secteurs porteurs également. Il y a aussi le secteur de l'informatique et des services liés aux nouvelles technologies.
Donc c'est des filières porteuses. Et dans le domaine social, vous savez, il y a également l'enseignement qui est toujours un secteur porteur. On a besoin de beaucoup d'enseignants dans notre pays. On a besoin de beaucoup d'infirmiers, de médecins. Donc tout ce qui est formation dans la santé, formation dans toutes les disciplines qui sont enseignées dans nos établissements, ces formations sont porteuses. On vient de le voir, les filières dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a l'agro, il y a la médecine, il y a l'éthique, c'est de ça que vous avez parlé avec l'étudiant. Effectivement, et je vais encore insister sur le secteur de l'agronomie, parce que près de 40% du produit intérieur brut du Togo provient de ce secteur. Et curieusement, les apprenants n'aiment pas s'orienter vers ce secteur. Et j'ai parlé tout à l'heure du problème de l'offre. Effectivement, on n'a pas beaucoup d'offres de formation agricole. Donc il y a deux réglages à faire. Il faudrait que rapidement on réagisse en ouvrant plus de centres de formation agricole ou de collèges de formation agricole et puis en orientant les apprenants vers ces filières-là parce que l'avenir de notre pays se trouve dans l'agriculture. Et je crois que c'est ce que les politiques ont compris également en mettant l'accent ces dernières années sur les IFAD par exemple dans les différentes régions. Donc nous devons nécessairement aller dans cette direction. Et souvent quand on le dit, beaucoup d'apprenants n'acceptent pas cela, ils disent mais à quoi ça sert d'aller à l'école pour revenir à la terre? Oui, il faudrait qu'on travaille aujourd'hui, qu'on sensibilise les gens pour qu'on comprenne que non, aller à l'école et revenir à la terre, c'est une bonne démarche si on veut garantir un emploi demain. Parce que les secteurs que nous qualifions de modernes, le secteur bureautique, le secteur tertiaire vers lequel la majorité des apprenants s'orientent, n'est pas un secteur qui va rester porteur. C'est un secteur qui est de plus en plus saturé. Donc, à quoi ça sert aujourd'hui de continuer à dire aux jeunes allez prendre des diplômes dans les filières commerciales ou dans les filières de lettres et sciences humaines, etc., pour devenir chômeurs? Donc, vaut mieux de leur dire la vérité. Tout à fait. Là où vraiment il y a de l'espoir, c'est au niveau de l'agriculture. Mais aussi, comme je l'ai dit, de façon générale, les sciences et technologies, surtout les technologies de l'information et de la communication, et aussi au niveau de l'enseignement et de la santé. Parce qu'en principe, l'éducation est à la base de tout développement. Il ne viendra jamais un moment où on n'aura pas besoin d'enseignants. Donc tout le temps, l'État va recruter des enseignants, on va recruter des médecins, on va recruter des infirmiers, des assistants médicaux. Donc c'est aussi des secteurs porteurs. Bien sûr. Voilà. Bien, merci, fidèles téléspectateurs. Nous allons maintenant aborder la seconde partie. La seconde partie, c'est quoi? C'est le résultat du rapport de suivi de 2019 sur ce que deviennent les sortants de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais avant que mon invité n'aborde les résultats qui sont sortis, qui ont été ventilés récemment à cet atelier, nous allons suivre à nouveau le reportage de cet atelier qui a été diffusé à la télévision nationale au journal de 20h. C'est en 2019 que sous la coordination du secrétariat technique permanent STP, l'enquête a été menée sur 2806 diplômés, dont 1917 de l'enseignement supérieur et 889 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le résultat de l'enquête de suivi des diplômés de l'enseignement supérieur et ceux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle révèle l'étroitesse du marché de l'emploi au Togo. Cette enquête a également montré que ces sortants de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique n'ont pas les mêmes chances d'insertion sur le marché de l'emploi selon leur niveau d'études, leur diplôme et qualifications, ainsi que selon le genre et le handicap. Les résultats que nous avons par rapport à cette deuxième enquête montrent une amélioration par rapport à ce qui a été constaté au niveau de la première enquête. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire puisque les résultats nous montrent que les apprenants qui sont des filières des lettres et sciences humaines sont toujours les plus nombreux à être confrontés au problème du chômage. Et puis quelques filières également que nous avons identifiées et on croyait que ces filières étaient des filières porteuses, mais se révèlent être en fin de compte des filières qui ne sont pas vraiment recherchées sur le marché. Et les apprenants de ces filières sont confrontés à des difficultés, notamment les filières de secrétariat de direction, donc assistants de direction, les filières de communication, ce qui est tout à fait étonnant, mais bon, c'est ce que l'étude a révélé. Le résultat de l'étude recommande, entre autres, que l'État renouvelle le matériel dans les filières industrielles
et qu'une conférence annuelle sur l'orientation dans le supérieur et l'enseignement technique soit organisée. Les autres recommandations vont à l'endroit des écoles de BTS et aux techniciens des ministères, ainsi qu'à la commission éducation à l'Assemblée nationale. Le rapport confirme certains résultats de 2013, mais met l'accent sur d'autres filières auxquelles on n'y a pas pensé. Le professeur va revenir là-dessus. Le journalisme et les filières F1 industrielles dans l'enseignement technique. Alors, professeur, revenez donc sur les résultats et nous allons voir. Pour parler des résultats de cette deuxième enquête de suivi professionnel des diplômés de l'enseignement supérieur et des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans notre pays, je voudrais rappeler que nous avons eu cette année à enquêter auprès de 2806 diplômés et répartis en 1917 pour l'enseignement supérieur et 889 pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, en considérant tous les diplômes qui existent dans ces deux sous-secteurs. Alors, il y a d'abord trois constats. Avant de parler des questions d'emploi, de sous-emploi, etc., il y a trois constats qu'on peut noter. Le premier, c'est le retard dans l'obtention des diplômes. On a constaté que les apprenants togolais accusent un retard allant de 2 jusqu'à 4 ans pour obtenir les diplômes. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ça veut dire qu'il y a encore un taux élevé de redoublement à certains niveaux. Qu'il faut considérer donc des redoublements au secondaire éventuellement et des redoublements aussi au niveau des universités, parce que c'est surtout au niveau du supérieur qu'on observe aussi ce grand retard. Certainement qu'il faut repenser un peu le système LMD qui ne permet pas aux apprenants d'obtenir par exemple la licence en 3 ans comme c'est prévu, d'obtenir le master 2 ans après la licence. Donc il faudrait penser à voir quels sont les mécanismes qui freinent encore l'obtention des diplômes à temps par les apprenants. Le deuxième constat, c'est la faible représentation des femmes au niveau des diplômes du supérieur. On constate que les femmes sont plus nombreuses à obtenir des certifications, des diplômes de niveau inférieur. On retrouve par exemple 80% des femmes au niveau du diplôme CFA, certificat de fin d'apprentissage, plus de 80% au niveau du CAP et du BT. Mais lorsqu'on va vers les diplômes de licence et master, on ne trouve que 14% de femmes. Cela veut dire que les femmes sont plus concentrées vers les diplômes de niveau inférieur. Si on considère l'enseignement technique et la formation professionnelle, elles sont nombreuses, elles font 65%. Et au BTS, elles font 49%. Mais au niveau des licences, elles font 21%, au niveau des masters, 14%. Donc vous voyez un peu comment les femmes sont réparties au niveau des diplômes. Elles sont concentrées dans les diplômes de niveau inférieur, elles sont plus faiblement représentées dans les niveaux supérieurs. Le troisième constat est lié au diplôme de BTS, qui est un diplôme qui doit s'obtenir en principe en 2 ans. Mais nous constatons que 5 ans après l'admissibilité, il y a 31% des candidats qui n'ont jamais soutenu leur diplôme de BTS. Cela pose également des problèmes. 5 ans après, 30% ne soutiennent pas. Et on a essayé de comprendre un peu, c'est des questions liées donc, aux difficultés d'obtention de stage surtout. Donc la plupart de ces candidats n'ont pas pu obtenir une place de stage pour pouvoir soutenir leur diplôme de BTS. Ça, c'est des constats que nous avons fait parallèlement à l'étude qui est concentrée en principe sur la situation des diplômés et surtout la situation d'emploi ou de chômage. Concernant la situation d'emploi ou de chômage, on a constaté un taux élevé d'emploi qui va jusqu'à 74% au niveau des diplômés de l'enseignement supérieur et 79% au niveau des diplômés de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc ce qui nous donne un taux de chômage de 24% au niveau des diplômés du supérieur et 18% au niveau des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais il y a des grandes disparités lorsqu'on considère les filières, lorsqu'on considère chaque diplôme et lorsqu'on considère également les spécialités. Si je prends l'enseignement supérieur, nous remarquons que les diplômés des écoles
et des instituts ont plus de chances d'insertion. Leur taux d'insertion est de 89%. Donc ça frôle 90%. Ils arrivent tous à trouver un boulot. Mais si nous considérons les facultés qui offrent surtout des formations fondamentales, le taux d'insertion au niveau du master, par exemple, est de 69%. Au niveau des licences, 72%. Mais à l'intérieur des licences, si nous considérons les domaines, les spécialités, on voit que le taux d'insertion est de 70% dans les lettres, arts et sciences humaines, alors que le taux est de 82% dans les sciences et technologies. Donc le taux est faible pour les lettres, sciences, arts et sciences humaines, plus élevé pour les sciences et technologies. Alors, si nous revenons aux écoles et aux instituts, nous remarquons ce que vous avez dit tout à l'heure, que beaucoup d'instituts ont un taux d'insertion de 100%. Le CIC, par exemple, le Centre d'informatique et de calcul, 100% d'insertion. L'École nationale supérieure d'ingénieurs, 100% d'insertion. L'École des assistants médicaux, 100% d'insertion. Mais on remarque que l'ISICA, l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication des arts, a le taux d'insertion le plus faible au sein des écoles, 66%. Suivi de l'École supérieure des assistants administratifs, qui a un taux de 74% d'insertion professionnelle. Ce qui est un peu surprenant parce qu'on a toujours pensé que les assistants administratifs trouvent toujours du boulot. On a toujours cru également que lorsqu'on est dans la communication, c'est clair qu'on aura du travail. Donc voilà quelques surprises qu'on a constatées dans les résultats de cette étude. Alors si nous revenons à l'enseignement technique et la formation professionnelle, je vais faire une comparaison entre les formations industrielles et les formations tertiaires, puis les formations agricoles. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les formations agricoles ont le taux le plus élevé d'insertion. 95% d'insertion professionnelle pour les diplômés des formations agricoles. Comme l'INFA de Tobé? Oui, INFA de Tobé par exemple. Ensuite, 95% pour le secteur tertiaire également, donc les commerces, les banques, etc. Mais 61% pour le secteur industriel. Cela peut se comprendre. Nous avons un tissu industriel faible dans notre pays. Il n'y a pas beaucoup d'industries qui peuvent absorber tous ceux-là qui sont formés. Avant que vous ne continuiez, au niveau des filières industrielles, dans les couloirs, moi j'étais là quand vous publiez le résultat, beaucoup ont pensé plutôt que la qualité de la formation fait problème parce que le matériel industriel n'est pas renouvelé depuis plusieurs années et ça fait qu'ils ont les diplômes mais ils n'ont pas les compétences opérationnelles. Cela aussi a été démontré par une autre étude qui a eu raison en disant que nos formations industrielles sont beaucoup plus théoriques ou se font sur du matériel vétuste, ou, comme vous le dites. Et c'est vrai, les entrepreneurs qui ont été interrogés ont affirmé et confirmé qu'effectivement, lorsqu'ils recrutent ces diplômés-là, eh bien, c'est dans l'entreprise qu'on est obligé de leur faire des remises à niveau rapides pour qu'ils puissent faire le travail qui est attendu d'eux. Donc il y a un travail à faire à ce niveau. Et si je prends le bac 2 industriel, nous avons un taux d'insertion très faible, 45%. Vous voyez, donc à ce niveau, il y a des réflexions à faire. Il faut reconnaître que les formations industrielles coûtent très cher. La mise en place des ateliers pour les pratiques dans les centres, ça revient cher. Tous les appareils qu'il faut acheter pour que les élèves puissent s'entraîner, c'est des appareils qui coûtent cher. Et on a remarqué également, vous-même vous pouvez le remarquer en observant un peu l'offre de formation privée, que les privés ne font que des formations tertiaires. Et c'est juste l'État qui arrive à offrir vraiment les formations industrielles à cause du coût très élevé du matériel de formation. Alors voilà donc globalement les résultats obtenus qui nous donnent toujours un taux de chômage élevé. Et derrière ces taux d'insertion professionnelle, il faut aussi faire attention, tous les postes d'emploi occupés ne sont pas vraiment, comme on le dit aujourd'hui, des emplois décents.
est sûr. Donc il y a un taux élevé de sous-emploi et qui va au-delà des 20%. Donc beaucoup de ces diplômés qui sont au travail ne sont pas encore à un poste sûr et permanent. Tout à fait. Donc beaucoup de contrats sont des contrats à durée déterminée qui sont renouvelés, etc. Et beaucoup ne sont pas déclarés à la caisse. Donc on a essayé de collecter toutes ces informations et on a constaté que les emplois ne sont pas encore sûrs. Il y a beaucoup de sous-emplois, il y a beaucoup d'emplois informels, si on peut les appeler ainsi. Donc beaucoup de diplômés occupent des emplois informels, des emplois qui ne sont pas décents. Ok. Bien, le professeur vient de nous présenter, comme vous venez de le suivre avec nous aussi sur le plateau, le rapport détaillé de ce que deviennent les sortants de l'enseignement supérieur et les sortants de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Alors, tous ces résultats interpellent toutes les parties prenantes du système. Bien sûr. Les étudiants eux-mêmes, les professeurs, les responsables des écoles de BTS, les autorités qui gèrent le système éducatif. Eh bien, c'est ce volet que nous allons maintenant aborder avec notre invité pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. C'est vrai qu'au niveau des résultats de la première étude, l'invité l'a dit, beaucoup de choses sont en train de se faire parce que les recommandations, les résultats et les recommandations sont en train d'être prises en compte pour apporter des mesures correctives et pouvoir réguler et régulariser certaines situations. Maintenant, au niveau de cette étude 2, alors quelle est la part de responsabilité de chaque partie prenante? Commençons par le secrétariat technique permanent. Si le secrétariat technique permanent a une part de responsabilité, eh bien, on voudrait bien le savoir. Merci. Oui, le secrétariat technique permanent a une part de responsabilité puisque notre rôle, notre mission consiste aussi à veiller et à suivre la mise en œuvre des recommandations et des planifications qui sont dans le plan sectoriel de l'éducation. Donc si nous ne faisons pas un rappel permanent aux autorités de chaque sous-secteur pour que ce qui est prévu dans le plan sectoriel se fasse, eh bien nous allons être confrontés chaque fois à ces difficultés. Donc c'est aussi là notre responsabilité, notre mission, rappeler en permanence aux autorités ce qui est recommandé et ce qui est prévu. Voilà. Et ceux de l'enseignement supérieur, les écoles de BTS, puisque beaucoup d'écoles de BTS déversent sur le marché du travail des profils que vous venez de oui. Voilà, de dire. Oui, beaucoup de diplômés de niveau tertiaire, mais ce n'est pas encore très inquiétant parce que le taux d'absorption est encore élevé. Ce qui doit se faire, c'est l'amélioration de la formation, surtout la question du stage. Comment faire pour qu'il y ait plus de partenariats entre les entreprises installées et les institutions qui offrent les formations de BTS pour faciliter l'obtention de stages aux étudiants en BTS et faciliter aussi donc l'élaboration et la soutenance de leur mémoire de formation. Ou il faut peut-être penser à réorganiser peut-être la formation. La soutenance, est-ce qu'elle est vraiment indispensable? Est-ce qu'elle apporte quelque chose? Lors de l'atelier de restitution, il y a un participant qui a fait une déclaration que j'ai considérée d'importante parce que le participant disait avoir été témoin de plusieurs soutenances, avoir parcouru plusieurs mémoires et dit qu'en fin de compte, à son avis, ces mémoires n'ont pas de valeur entre griffes et qu'on peut s'en passer. Donc on peut réorganiser la formation, mettre l'accent bien sûr sur le stage, mais ne pas aller nécessairement à l'élaboration d'un mémoire, puisque les mémoires sont mal élaborées à son avis, il n'y a pas un contenu sérieux dedans, les soutenances sont presque des formalités. Donc faire en sorte que les diplômés puissent vraiment achever rapidement les formations et aller sur le marché de l'emploi. Donc des réflexions doivent se faire au niveau de l'office du BTS pour voir comment améliorer l'obtention de ce diplôme. Comme vous venez de suivre, après les écoles, les responsables des écoles de BTS et puis le problème des soutenances qui, entre guillemets, pose, selon certains participants à l'atelier de restitution, pose un peu problème. On va maintenant aborder la responsabilité qui éventuellement peut revenir au service d'orientation scolaire et professionnelle.
Pas seulement le SYNIOPS, parce qu'il y a quand même des cellules en dehors du SYNIOPS. Il y a des cellules au niveau des deux universités, l'université de Lomé et de Kara, même dans les écoles de BTS, il y a des cellules d'orientation. Oui, il y a une lourde responsabilité, je vais dire, qui revient aux cellules d'orientation scolaire et professionnelle. Quand j'évoquais les résultats de la première étude, je vous disais qu'on a remarqué que beaucoup d'étudiants n'ont pas les informations qu'il faut pour s'orienter. Ils choisissent les filières par hasard ou par imitation ou par camaraderie, et c'est à la fin qu'ils se rendent compte que non, ils se sont trompés de filière de formation. Donc, que ce soit des cellules d'orientation au sein des établissements, au sein des universités, ou bien le SYNIOPS, qui est le centre national, il faudrait désormais veiller à ce que l'information sur les secteurs porteurs soit disponible, l'information sur les offres de formation soit disponible avec les conditions d'accès pour que chaque apprenant, très tôt, déjà à partir du collège, commence par savoir dans quelle direction il doit aller pour ne pas être confronté à des problèmes de chômage après l'obtention des diplômes. Donc on doit rapidement renforcer ces services-là d'orientation, je veux dire, pour que l'information soit portée à temps aux apprenants à partir du collège. Tout à fait. Mais bien avant, il faudrait quand même que le rapport succinct, surtout les résultats et les recommandations, quand même soient accessibles. Bien sûr, et ça c'est le rôle du secrétariat technique permanent, de faire en sorte que ce rapport soit disponible au sein de toutes les institutions qui sont impliqués à la fois dans les formations, dans l'orientation scolaire et professionnelle, et puis au niveau donc des partenariats avec les entrepreneurs, donc le patronat, etc. Et ça, nous allons y veiller. Nous sommes en train de finaliser le rapport, de prendre en compte toutes les observations qui ont été faites lors de l'atelier, et très bientôt, nous allons ventiler donc ce rapport à toute cette structure-là. Ok. Maintenant, les associations des parents d'élèves, oui. Oui, les parents d'élèves, vous savez, jouent également un grand rôle dans l'orientation des apprenants. Ils sont d'ailleurs les premiers acteurs, à côté des apprenants eux-mêmes, à aider les enfants à faire du bon choix, à sensibiliser les enfants, à les amener à faire des projets professionnels. Donc il revient à l'association des parents d'élèves, et je les remercie en passant parce qu'ils étaient représentés à cet atelier, à l'atelier de restitution, et de prendre également en compte ces résultats et de commencer par voir comment on peut sensibiliser tous les parents à jouer leur rôle important dans l'orientation, dans le choix des filières, dans le choix des formations pour leurs enfants. Donc c'est un travail qui est à faire également au niveau donc, de ces associations de parents d'élèves. Alors on dit souvent qu'il ne faut pas faire pour des gens, mais il faut faire avec eux. Donc quel serait le rôle que les apprenants eux-mêmes, que ce soit au collège, au lycée, même à l'université, quel rôle ils doivent jouer pour accéder aux informations dont ils ont besoin pour ne pas être déroutés? Les apprenants sont au cœur de tout ce que nous disons et de tout ce que nous faisons. Et évidemment, nous devons d'abord les informer, les sensibiliser, mais aussi les aider à aller vers les informations, les amener à exploiter à fond les opportunités d'information qui sont disponibles. Aujourd'hui, nous avons l'Internet, et dans les campus des deux universités, il y a un Wi-Fi gratuit à haut débit que les étudiants doivent utiliser pour chercher les bonnes informations. S'ils vont sur les sites, je donne un exemple, le site de l'ANPE, ils trouveront des indications sur les secteurs porteurs, les secteurs dans lesquels il y a tout le temps des recrutements. Donc il est important que nous qui sommes les enseignants, donc en parlant des apprenants, je suis obligé de parler aussi des enseignants, de revenir aussi aux parents. Donc il nous revient d'aider les apprenants, d'aider nos petites sœurs, nos petits frères à utiliser tous les canaux qui existent pour avoir les bonnes informations et pour faire de bons choix. Tout à fait. Sinon à la fin, les responsabilités vont retomber sur nous, nous encadreurs, sur nous, parents ou
enseignants ou nous, acteurs de l'éducation. Fidèles téléspectateurs, je crois que chacun a pris sa part de responsabilité. Nous comptons aussi sur la commission éducation à l'Assemblée nationale pour être notre allié auprès des autorités. Là où on a besoin de moyens, le secrétariat technique permanent, les différents ministères cités ici, l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, qui ont besoin par moment de moyens pour corriger ou mettre en œuvre les recommandations. Nous comptons sur l'Assemblée nationale qui fait les arbitrages budgétaires et qui peut plaider auprès des autorités. Alors, c'est vrai, l'étude a porté sur, ou les deux études, celle de 2013 et celle de 2019 ont porté sur les sortants de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, mais les contingents de la vie font que, eh bien, certains sortent plus tôt du système, d'autres n'ont même pas eu la chance même de mettre pied à l'école, mais tous, la République a besoin de compter aussi sur eux pour participer au développement. Je veux parler ici des déscolarisés et des non scolarisés. Est-ce que vous envisagez, si vous avez la possibilité, vous envisagez faire une étude pour voir qu'est-ce que eux aussi deviennent, pour voir quel projet d'accompagnement faut-il leur apporter? Oui, il y a déjà une étude qui a été faite l'année passée, je crois bien, pour essayer d'avoir un état des lieux un peu exact des non scolarisés, des déscolarisés précoces de notre pays. Donc connaître un peu leur nombre pour savoir comment affronter ces difficultés-là. Nous avons à la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle un service dédié donc à la mise en place de programmes pour la scolarisation et l'alphabétisation des non scolarisés et déscolarisés précoces. Vous savez également que... Et les possibilités d'emploi qui s'offrent à eux selon les formations qu'ils vont faire. Oui, ils se retrouvent souvent au niveau du certificat de fin d'apprentissage. Ils sont nombreux comme apprentis. Et ils passent l'examen du CFA, certificat de fin d'apprentissage. Et on l'a vu tout à l'heure, l'insertion est très élevée à ce niveau-là. Il y a aussi l'auto-emploi qui est très élevé à ce niveau. Et ça, tout le monde le remarque. Lorsqu'on finit l'examen de CFA, dans plusieurs disciplines que nous connaissons, donc en couture, en coiffure, en menuiserie, en maçonnerie, etc. Donc tous ces petits métiers qui s'apprennent. Et à ce niveau, vous retrouvez ces non scolarisés, ces déscolarisés précoces qui ont envie de contribuer également à la croissance économique, au développement de notre pays. Alors, l'effort qui doit se faire, comme je vous le dis, c'est de les identifier, de voir ceux qui n'ont pas encore fait ce pas d'aller en apprentissage, de les identifier et de leur offrir également des occasions d'éducation, des occasions de formation. Comme je le dis, il y a une direction qui est en place qui essaie de faire ces programmes-là. Okay. Bien, je crois que, fidèles téléspectateurs, nous avons bouclé les informations qu'on avait voulu partager avec vous sur la dernière étude et aussi la première. C'est une chance pour nous d'avoir le secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation sur le plateau aujourd'hui. Vous savez, on l'avait annoncé dans certains numéros que le plan sectoriel de l'éducation est en cours de révision pour être validé, puisque ça se fait chaque 3 ans. Monsieur le STP, où en sommes-nous? Oui, aller à la validation du PSE. Nous sommes toujours sur le processus. C'est un processus qui est un peu long parce que nous voulons un processus participatif et inclusif pour que tous les partenaires de l'éducation, tous les acteurs puissent apporter leurs idées et pour qu'ensemble on ait un plan sectoriel consensuel qui nous aide à relever les défis importants qui ont été diagnostiqués par le dernier RESEN, je veux dire le rapport d'État du système éducatif national que nous avons eu à faire en 2018. Donc, pour respecter ces exigences de participation, le processus prend du temps. Nous avons fini toutes les consultations régionales et de tous les acteurs. Et nous sommes actuellement en train d'élaborer le plan triennal budgétisé, puisqu'on doit identifier les stratégies et les actions d'abord sur 3 ans. Le plan sectoriel s'élabore souvent pour 10 ans ou plus, mais la mise en œuvre est toujours triennale. Okay. Donc avant de finaliser l'élaboration du plan, nous devons d'abord faire ressortir les stratégies et activités qui vont être menées dans les 3 prochaines années, les budgétiser
et les évaluer pour que les décideurs puissent savoir ce qui les attend, si c'est faisable ou si ce n'est pas faisable. Donc nous sommes à l'étape de ce processus et d'ici le mois de novembre, nous allons finir ce plan triennal et puis nous allons procéder alors à l'élaboration, à la rédaction du nouveau plan sectoriel pour la période 2020-2030. Pour être validé ça va être validé probablement en janvier, février 2020. C'est ça. Et cela nous permettra donc d'élaborer une nouvelle requête. Vous savez que le PERI nous apporte beaucoup de ressources. Tout à fait. Le deuxième PERI vient d'être clôturé fin septembre. Donc nous n'avons plus de financement sur ces lignes pour accompagner le système éducatif pour cette année scolaire qui est en cours. Donc nous devons aller très vite. Nous allons aborder maintenant les deux dernières rubriques de cette émission, Actu Éducation et Agenda Éducation, avec ma collègue Dodo Ouaré. Dodo, bonsoir. Bonsoir, Marcel. Et nous sommes à vous pour les deux dernières rubriques. Quel doit être le rôle des parents pendant la période des classes? Quel suivi faut-il faire pour amener son enfant à bien travailler à l'école? Nous avons posé la question à quelques parents et enseignants. Suivez. C'est devenu une routine chez elle. Chaque matin, Adèle Lacugno-Tomti accompagne ses enfants à l'école. Les savoirs bien arrivés dans leur établissement scolaire et prêts à intégrer les salles de classe la rassurent. Cette attitude protectrice est également observée chez certains parents durant l'année scolaire. D'autres vont encore loin. Ils discutent avec les enseignants pour s'enquérir du niveau d'évolution de leurs enfants. Tu amènes ton enfant à l'école. Tu dois savoir si l'enfant est vraiment arrivé à l'école. Tu dois suivre les enfants, tu les amènes en classe et voir ce qui se passe en classe. Voir même le maître, demander le maître, bon, comment mon enfant se débrouille, il travaille bien, est-ce qu'il est à l'heure, et son cahier. Tu dois avoir une relation avec le directeur, les encadreurs, le maître, voir comment l'enfant évolue dans la classe. Il travaille bien, il ne travaille pas bien. Tu dois savoir tout ça là. Même tu dois encadrer ton enfant de l'école jusqu'à la maison. Vérifier ses cahiers, s'il a bien copié ses leçons, s'il a bien fait ceci. Même voir ses tenues, la tenue dans laquelle les enfants restent pour venir à l'école. Il y a d'autres parents arrivés devant l'entrée, on laisse les enfants comme ça, ils ne savent pas ce qui se passe en classe. Est-ce que l'enfant est rentré en classe? L'enfant n'est pas rentré en classe, on ne sait pas. Un accompagnement qui plaît bien à beaucoup d'enfants. Il les fait progresser et les pousse à exceller. Manuela est élève à Kouvaré. Chaque jour, après les classes, son autre enseignant, c'est bien sa maman. À la maison, elle vérifie les cours et l'aide à faire ses devoirs. Pour venir à l'école, je viens seule avec mon petit frère. Quand je rentre, comme je vis avec maman, elle me demande à peu près comment j'ai passé ma journée. Elle essaie de savoir si on a fait des interros et parfois elle me demande si j'ai des devoirs pour qu'elle m'aide et elle vérifie mes leçons et me pose des questions pour voir si je révise vraiment. Suivre et accompagner ses enfants, c'est également collaborer avec les enseignants. Une responsabilité qui, bien coordonnée, les amène à la réussite. Pour ceux-là qui refusent de copier les leçons, j'essaie de les appeler. Essayez de surveiller les enfants à la maison parce qu'en classe, ils ne copient pas les leçons. Nous, ici, chaque jour, on donne devoirs de maison. Et les devoirs de maison sont corrigés au tableau et en classe. Ce qui veut dire que si un enfant n'a pas fait son devoir, automatiquement le maître le sait, puisqu'il doit corriger ça chaque jour. Et un enfant déjà qui ne fait pas son devoir de maison, on mentionne dans le cahier. Il y en a également qui appellent l'école pour demander au maître, est-ce que le travail ça va, mon enfant il suit bien, il copie bien, etc. Il y en a qui demandent. Parce qu'il y a des parents, il faut dire, qui sont honnêtes, qui savent qu'ils ont leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants et ils nous accompagnent dans ce sens-là. Les étudiants en ingénierie de l'INSI, de l'Université de Lomé, de l'UCAO et de CIBI-NTA peuvent désormais se faire former conformément aux standards internationaux. C'est à travers le projet Approbation des standards internationaux pour la structuration de la formation d'ingénieurs en Afrique de l'Ouest à CCAO, un projet financé par l'Union européenne à travers son projet Erasmus. Former des ingénieurs capables de répondre aussi bien aux besoins du marché de l'emploi qu'aux standards internationaux, le pari est en passe d'être gagné au Togo.
Le projet ACCIAO, ou simplement approbation des standards internationaux pour la structuration de formation d'ingénieurs en Afrique de l'Ouest, veut faire ses preuves. Le projet entend accompagner les universités et instituts du Togo dans la formation de leurs étudiants ingénieurs. Ceci à travers des programmes bien adaptés aux besoins du terrain. On va travailler de telle sorte que, avec des programmes bien conçus, de telle sorte qu'un ingénieur qui sort de l'INSI sera reconnu par le CTI. C'est le comité de titre d'ingénieur de la France qui est en même temps dans le programme européen. 11 octobre, journée internationale de la fille célébrée de par le monde. Au Togo, la plateforme Filles aux commandes pour sa 4e édition a choisi de prôner l'égalité pour les filles. Une initiative du plan international qui accorde une attention particulière à l'éducation et à la qualification professionnelle de la fille. À cette occasion, Plan international a présenté le rapport de son étude commanditée sur le rôle des médias dans l'évolution des filles. Suivez le reportage. Les leaders féminins sont sexualisés et chosifiés par les médias, contrairement aux hommes. C'est le résultat de l'enquête menée par Plan International. Un rapport qui retrace le rôle crucial mais discriminatoire que joue l'audiovisuel dans le processus de l'émancipation du genre. Les jeunes filles, Girls Motion, ouvrent le débat à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille pour corriger cet état de choses. Le constat est clair, c'est que toute l'image qu'on montre de la fille, c'est toujours pour la montrer dans un second rôle. Elle vient toujours après l'homme, toujours après l'homme. Et ça incite la fille à penser que c'est normal et donc je dois abandonner mes rêves pour être dans ce second rôle-là. Il faut que les médias puissent montrer la femme en tant que personne pouvant jouer un premier rôle, tout comme l'homme. Les recommandations issues de cette enquête viendront en appui aux objectifs de Plan International. Cette journée s'inscrit dans le cadre global de la campagne de Plan International Togo qui est aux filles l'égalité. Et cette campagne recouvre un certain nombre d'actions et d'activités et entre autres la fille aux commandes. La fille, comme nous pensons qu'elle peut être égale à l'homme, elle peut avoir aussi les mêmes droits en termes de pouvoir que l'homme. Et la fille, lors de cette journée et de cette campagne, la fille aux commandes vient solliciter par le biais de Plan International des postes de responsabilité. La plateforme Girls Motion recommande l'arrêt de la sexualisation et de la chosification, le financement des femmes réalisatrices et l'encouragement des ambitions et aspirations des jeunes femmes. Le projet Filles aux commandes de Plan Togo est à sa 4e édition. Nombreux sont les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage à l'école et on appelle par difficulté d'apprentissage le manque d'épanouissement de l'élève à l'école. Le projet prise en charge des apprenants en difficulté d'apprentissage a donc été élaboré pour accompagner ces enfants. Les différents acteurs font le point de la phase expérimentale. 5 ans d'expérimentation du projet de prise en charge des élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Une centaine d'apprenants présentant des troubles de comportement, de communication, des déficiences intellectuelles et même ceux qui ont un handicap physique ont été accompagnés de manière spécifique et par des psychologues dans 3 établissements cibles de Lomé. Le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle peut se féliciter des acquis. Nous mettons en œuvre un certain nombre d'activités. On utilise un certain nombre de matériel. Donc, dans un premier temps, pour structurer davantage les apprentissages, mais dans un second temps, pour susciter davantage d'intérêt, mais en même temps, accroître chez l'enfant de meilleures dispositions à apprendre. La satisfaction d'abord par rapport à l'intérêt accru donc pour l'école chez les enfants, mais aussi à leurs résultats en fin d'année. Et les troubles de comportement également sont enrayés. Après cette phase d'expérimentation réussie, il s'agit désormais pour les conseillers pédagogiques d'étendre l'expérience à toutes les inspections de Lomé-Ouest. L'accent est mis sur les stratégies d'intervention des psychologues dans les écoles. Et cette prise en charge des difficultés des enfants peut apporter beaucoup à la qualité de l'éducation. Et cette fois-ci, nous voulons prendre en charge toutes les écoles d'une inspection et pour qu'en 2 ou 3 ans, qu'on puisse encore mesurer les impacts et voir si
nous pouvons avoir la chance d'élargir ça à tous les enfants de notre pays pour qu'ils puissent étudier dans de meilleures conditions, pour qu'ils puissent s'épanouir dans de meilleures conditions. Le projet a également permis aux parents de prendre conscience des difficultés de leurs enfants, aux enseignants d'adapter l'enseignement aux difficultés de l'élève et aux apprenants de prendre goût de l'école. Le service de la nationalité se rapproche des élèves pour leur permettre de disposer de la nationalité. Les élèves qui n'ont pas ce certificat ont donc l'occasion de l'avoir à travers une opération foraine qui a démarré à Dapaon dans les savanes. La semaine pédagogique a démarré du 14 au 18 octobre à l'Université de Lomé. Cette rencontre entre professeurs de chaque établissement de l'Université de Lomé permet de faire le dernier réglage avant le démarrage des cours. Dans Agenda Éducation, retenez que la rentrée universitaire démarre le 21 octobre. Du 2 au 4 décembre se tiendra en Tunisie une rencontre sur l'ODD 4, rencontre qui sera organisée par l'UNESCO. Nous sommes donc arrivés à la fin de l'émission avec les deux dernières rubriques. Dodo, merci. Nous disons merci à tous les téléspectateurs qui ont consacré le temps pour nous suivre au cours de ce numéro où nous avons parlé des deux études réalisées par le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation, une qui a été réalisée en 2013 et la seconde en 2019, avec des résultats qui interpellent chaque partie prenante. Et nous espérons que chacun mettra du sien pour que des mesures correctives puissent être apportées. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de l'émission Débat Éducation et on vous dit au revoir. Au revoir. Et à la prochaine.